Bonjour Christophe. Bonjour. Alors, est-ce que tu m'entends bien? Est-ce qu'on s'entend bien? Est-ce que la technique fonctionne? Là, j'entends tout très bien. Ok, super. Donc Christophe, pour les gens qui ne te connaissent pas, et ils vont réaliser leur erreur, tu es Ah, le CEO, on dit, donc le PDG de TraceOne depuis 3 ans, je crois. oui, c'est ça, Euh, 3 ans et demi. Ouais. 3 ans et demi. TraceOne, c'est une boîte qui a été créée en 2001, donc c'est pas un petit perdreau de l'année, c'est une boîte qui a du caractère, c'est une boîte qui a bientôt 20 ans. Qui Absolument. compte 200 employés, qui a un réseau mondial de 20 000 entreprises connectées. Donc moi, je fais la fiche administrative, hein. Et puis qui travaille dans à peu près 100 pays. Ça, c'est pour la présentation globale. Pour la présentation un petit peu plus précise, est-ce que toi, tu sais le pitcher en une phrase ou deux exactement l'activité de TraceOne? Oui, l'activité de TraceOne, c'est de l'expertise et des suites logicielles qui permettent à la grande distribution dans l'alimentaire, mais aussi dans tout ce qui est bien-être, cosmétique et bien pour la maison, de distribuer un PLM, qui est un Product Life Cycle Management, c'est-à-dire que de bout en bout, on peut créer un produit, de l'idée, de l'emballage, de la recette, de tout ce qui la compose, jusqu'à la mise sur étagère dans un magasin ou sur un site internet pour être distribué. Et donc, ça donne une plateforme d'échange entre le distributeur et le fournisseur. TraceOne étant très spécialisé sur la marque distributeur, donc la marque Carrefour, la marque Monop ou la marque U, et donne donc la possibilité à la grande distribution de créer ses propres produits sous sa propre marque et de les distribuer donc dans tous ses magasins et dans tous ses canaux divers et variés. C'est ça D'accord, le donc principe. c'est le principe. Donc quand tu dis très spécialisé, c'est quasiment pratiquement que ça. C'est de la MDD, ce qu'on appelle marque de distributeur. C'est exactement ça. Alors on fait de la MDD essentiellement pour toute la partie produits et gestion de produits. Et on verra après qu'on a des marketplaces sur lesquels c'est une place de marché sur laquelle les distributeurs et les fournisseurs peuvent travailler. Et là, on va retrouver les marques distributeurs, mais aussi les acteurs des marques nationales. Et ça, c'est plus pour la partie sourcing et achat. Ce dont je viens de parler, le cœur de cible de TraceOne historique, on est sur la partie qualité, sur la partie gestion de produits. D'accord. Est-ce que tu peux juste nous expliquer la différence pour les néophytes entre marque distributeur et marque blanche, par exemple, et marque nationale? En gros, c'est les trois gros secteurs. Oui, il y a les deux grands secteurs. Les deux grands secteurs, c'est la marque distributeur. Donc, c'est la marque qui a été créée il y a une vingtaine d'années par beaucoup de distributeurs. Au départ, c'était des produits de commodité, de première nécessité. Et puis, au fil des années, c'est devenu une vraie source de croissance. Et puis aussi une capacité pour la grande distribution de valoriser leur marque. Leur marque était principalement associée à un chariot, à une ménagère qui va dans un hypermarket, dans un hypermarché. Ils se sont rendus compte avec le marque distributeur, ils pouvaient communiquer différemment sur la valeur, sur la qualité, sur des engagements sociétaux ou aussi des engagements sur des produits qui seraient d'une traçabilité irréprochable. Les marques nationales, ce sont les très grandes marques que l'on connaît, les Coca-Cola, les Danone, les Yoplait. Et là, le rôle du distributeur, c'est de faire des meilleurs achats, de faire un assortiment disponible pour le client, et en fait de les mettre à disposition dans des hypermarchés, sur des sites de e-commerce, etc. Donc d'un côté, j'achète et je revends, tout simplement, et je mets à Hmm. disposition, je mets en valeur. Et de l'autre côté, je crée des recettes et des produits sous ma marque. Je valorise aussi ma marque, donc mon entreprise. Et donc c'est devenu un enjeu très très important dans la grande distribution, puisqu'en France, ça représente aujourd'hui à peu près 35% de l'alimentaire. En Angleterre, c'est quasiment 50%. Donc on se rend compte qu'il y a une envolée lyrique sur cette partie-là parce que tout le monde y voit de la valeur et aujourd'hui, on n'est plus sur des produits de première nécessité, mais on est sur des produits de qualité. Ça, c'est devenu du premium et on voit des produits de marques distributeurs qui sont plus chers que des marques nationales parce que de meilleure qualité, bio et tout ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Et Donc voilà, pourtant, une vraie tendance de fond. hmm, pourtant, est-ce que tu es d'accord avec moi que on a toujours l'impression que c'est un peu une sous-marque, c'est-à-dire c'est pas vrai, hein, j'entends bien, faut pas se fâcher, mais tu as l'impression que ça, c'est pas le vrai, c'est la marque du distributeur, donc c'est un peu moins cher, donc c'est peut-être un peu moins bien. Est-ce que c'est vrai ou ça a été vrai et ça l'est plus? Voilà, ça a été vrai, ça l'est de moins en moins. Alors probablement pour des générations comme les nôtres qui avons connu ces produits de première nécessité, qui étaient parfois posés sur des palettes tout en bas dans les rayonnages, on a cette image-là. Mais la génération des 25-30 ans, qui n'a pas connu ça,
connaît la marque Monop Premium emballée en noir dans un tissu qui est très joli et qui souvent est de très bonne qualité et donc apprécié. Donc, ce côté premium, il a bien changé. Mais c'est vrai que pour nous, l'image est encore là et il ne faut pas se le cacher. Et donc tout à l'heure, tu disais que c'était une plateforme marketplace. Comment ça fonctionne en fait concrètement? Toi, tu te situes où par rapport à, c'est quoi les acteurs sur cette marketplace et qui fait quoi? Alors, la marketplace que nous avons lancée il y a 6 mois, c'est en fait une plateforme collaborative sur laquelle les distributeurs et les fournisseurs, les industriels comme on les appelle, peuvent se connecter. Les industriels vont proposer leurs produits, proposer leurs recettes, vanter les mérites de leur mode de fabrication, exposer leurs certifications pour la traçabilité, mais aussi toutes les normes qu'on peut imaginer. Et donc, ça va faire un peu comme une vitrine virtuelle. De l'autre côté, on a les distributeurs qui, eux, sont toujours à la recherche d'innovation et à de nouveaux produits. Et donc, typiquement, les distributeurs ou les créateurs de marques, comme on dit, peuvent lancer des requêtes sur cette plateforme et demander, par exemple, de trouver un yaourt au citron qui est produit à moins de 100 km de mes centres commerciaux. Et donc, ça permet de faire des tris, ça permet de rechercher des produits et puis d'avoir un tri très précis. On peut aussi innover, et donc je peux créer une recette qui n'existe pas sur le marché, et puis me dire, tiens, je vais faire une demande à la plateforme, à tout le réseau, en leur disant, voilà ce que je souhaite trouver. Et là, les gens vont pouvoir répondre à cet appel d'offres, et puis on va voir avec un système de scoring ceux qui se rapprochent le plus du cahier des charges que j'avais créé d'un produit qui n'existait pas. Et là, je vais pouvoir créer de l'innovation, et on voit bien que, comme dans la mode il y a 10-15 ans, on veut aussi que dans l'alimentaire, avoir de la nouveauté toutes les semaines, tous les 15 jours en rayon ou sur Internet ou dans tous les modes de distribution. Donc, il y a cette espèce de fast fashion, comme on dit, de création perpétuelle où on cherche de la nouveauté tout le temps. Mais alors, tu prenais l'exemple du yaourt. En fait, tu parles de recettes, quel que soit le produit, c'est ça? Absolument. Donc, on a des produits simples avec une recette très simple, où on a quelques ingrédients, quelques matières premières. Et puis après, on peut avoir des produits finis, comme des plats cuisinés, dans lesquels on va avoir des recettes et des ingrédients qui sont très nombreux. Donc TraceOne, l'origine de TraceOne, ça a été de gérer ses recettes, de gérer ses ingrédients, et d'avoir une capacité à avoir ce qu'on appelle une fiche de spécification très précise. Sur un yaourt, par exemple, une fiche de spécification, c'est à peu près 600 cellules, 600 informations à remplir. Donc on se rend compte de l'apport de la technologie, parce que dès qu'on est sur un produit plus sophistiqué ou plus compliqué, immédiatement, une fois qu'on en a fait un, qu'on en a fait deux, qu'on en a fait trois, par analogie, on peut en faire d'autres. Comme on sait que ce sont les produits qui ont le mieux marché par le passé, qu'on va remettre sur le marché au bout de quelques années, en les modernisant un petit peu, en changeant un peu le look, l'emballage, ou même un peu la recette pour la mettre au goût du jour, le fait que TraceOne soit dans ce métier spécifiquement depuis bientôt 20 ans, ça nous donne une information et une expertise qui est absolument unique. Et le phénomène de mode et le phénomène de produits qui a du succès, les best-sellers comme on les appelle, on se rend compte, sont toujours des produits qui reviennent, c'est cyclique. Tous les 5 ans, tous les 10 ans, ils reviennent un tout petit peu différemment. C'est ce qui marche le mieux. Donc la donnée devient quelque chose de très important. Et on a mis au point donc TraceOne Network, qui est notre plateforme collaborative qui relie tous nos clients dans le monde, donc les fameux 20 000 dans les 100 pays. Et ça leur permet d'accéder à cette plateforme et ensuite d'accéder aux applications classiques de création de produits, de création d'emballage, de gestion de données. Il y a de la BI. On travaille aussi beaucoup sur tout ce qui est RSE aujourd'hui, parce que tout ce qui est sociétal et environnemental est évidemment très demandé. Donc, on réussit aujourd'hui à calculer et afficher des tableaux de bord qui indiquent la consommation de plastique, la consommation de recyclabilité, cette consommation-là. Ce sont des données qui sont très importantes pour les consommateurs et au bout du compte, ce qu'on veut, c'est que le consommateur, quand il achète une promesse sur un emballage et une étiquette, il ne soit pas déçu. Donc voilà, nous on travaille d'un côté sur la partie qualité, sur la partie création du produit, et puis le deuxième champ, c'est la partie sourcing et achat. Je suis le patron des achats, soit je fais de la marque distributeur, soit je fais de la marque nationale, soit je fais un mix. Et dans ce cas-là, j'ai la capacité sur la marketplace TraceOne d'aller chercher des producteurs, d'aller chercher des tout petits producteurs ou des grands producteurs. Cette marketplace est en freemium, donc ça donne la possibilité à des
à des petites entreprises qui ne pourraient pas se payer des outils de cette technologie-là, d'y accéder facilement et de travailler assez longtemps avant de vouloir s'acheter des services. Et ça a été un souhait de TraceOne ces dernières années, c'est de mettre la technologie à disposition de tout le monde, des très grands, des moyens et des tout petits, pour que tout le monde puisse développer son business en toute transparence et avec la meilleure efficacité possible. D'accord. Dis donc, Christophe, quand tu prends la main, tu gardes la main. Attention. Je t'avais prévenu. Hein. Non, mais c'est très bien. Je sais que Christelle a une question. Moi, j'en ai une qui me vient comme ça, mais on en avait un peu parlé, mais TraceOne, ça vient de traçabilité. Est-ce que vous commencez à réfléchir à tout ce qui est blockchain dans votre business, puisque c'est le cœur de l'activité de la blockchain, c'est ça, c'est de tracer des produits. Oui, c'est de tracer des produits, tracer des données. Alors oui, on le regarde parce que c'est quelque chose qui est important aujourd'hui dans le monde de la technologie et de la gestion de l'information. Pour l'instant, TraceOne s'arrête aux fabricants, aux producteurs et à la certification dont ils disposent. La blockchain est utilisée dans des sociétés qui font ce qu'on appelle du mapping de supply chain, qui vont un petit peu plus loin, donc ils vont entre le fabricant jusqu'au bout, jusqu'à la carotte dans le champ ou le poulet dans la basse-cour. Nous, on s'arrête avant. En fait, on s'arrête au producteur qui est certifié, homologué comme étant aux normes des qualités qu'il recherche. Donc, pour l'instant, on travaille pas sur la blockchain. On utilise de l'intelligence artificielle, on utilise du e-learning, on utilise toutes les technologies qui vont autour nous aider à optimiser ces process et à les accélérer. On a un mode de développement agile et l'entreprise est organisée en mode agile, ce qui nous permet d'aller vite pour développer des produits et répondre aux clients. Mais on n'est pas parti sur la blockchain pour le moment. Et du coup, il y a une intervention humaine. Vous rencontrez tous les fournisseurs? Non, 20 000, vous n'allez pas les rencontrer un par un. C'est comment ça se passe? Alors souvent, les fournisseurs travaillent directement avec nous. On a une équipe de ce qu'on appelle de onboarding. La grande particularité de TraceOne, c'est d'avoir la chance d'avoir cette expertise métier. Donc, on a beaucoup de gens qui viennent du métier dans l'entreprise, mais aussi on a beaucoup d'ingénieurs qui viennent apporter une autre expertise autour de tout ça. Mais quand, par exemple, des fournisseurs veulent travailler sur la plateforme TraceOne, eh bien, ils passent par une équipe de onboarding qui va les former très rapidement à l'utilisation de la plateforme. Et donc, ça se fait via une équipe d'inside sales, donc des gens qui travaillent en téléphonie à distance. C'est très bien rodé depuis de nombreuses années. C'est important parce qu'on a des clients chez qui il y a 100, 200, 300 utilisateurs. Il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent, il y a des nouveaux qui viennent. Il faut être capable de les former au fil de l'eau. Donc là, on a une activité d'expertise et qui nous permet d'assister ces gens-là et de s'assurer de la meilleure utilisation. Ok, Christelle, tu peux venir si tu as une question. Alors, on a une question dans les commentaires. Le e-commerce des retailers classiques a-t-il changé quelque chose pour TraceOne? Le e-commerce des retailers classiques a-t-il changé quelque chose pour TraceOne? Alors, en fait, TraceOne est multicanal. Ça veut dire qu'un distributeur aujourd'hui, le distributeur hier qui voulait tout mettre en magasin et 3-4% était destiné à être vendu dans le e-commerce, c'est ce qu'on a connu. Aujourd'hui, on est sur des pourcentages qui sont complètement différents, mais on a beaucoup de clients qui travaillent des collections de produits particuliers. Alors, je parle de collections et de portefeuilles produits particuliers qui vont aller que sur le e-commerce. Puisque sur le e-commerce, souvent, on ne distribue pas tout. Maintenant, la proposition est de plus en plus large. On a des clients comme Ahold, par exemple, en Hollande, qui travaillent énormément en e-commerce. Et donc, ils ont bien distingué les deux, des collections qui vont en hyper, en super, dans des cities et aussi dans le e-commerce. Et dans les process que nous avons mis en place, on a un système de gestionnaire de workflow, donc comme un gestionnaire de projet. Ben, l'ambition, c'est d'aller le plus vite possible. Et donc, on a des clients comme ça qui sont passés de 3 mois pour créer et lancer un produit à 5-6 semaines grâce à TraceOne, puisqu'ils peuvent faire la création, ils peuvent faire l'échantillon, le prototype, jusqu'à la mise sur étagère dans le e-commerce. Ils peuvent suivre ça de bout en bout. On a la donnée qui est intégrée dans toute la suite, et ça permet aux clients justement de faire des calculs et d'avoir aujourd'hui des tableaux de bord qui leur permettent d'optimiser cette distribution. On entend parler de multicanal, on parle du e-commerce. Dans le e-commerce, il y a plein de choses, puisqu'il y a le principe du piéton, là, il y a click and collect, il y a
Donc, on va en voir de plus en plus, puis il y en a plein qui sont en train de se créer aujourd'hui. Donc, pour nous, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de différence dans notre modèle, à part que l'on voit que les clients en demandent de plus en plus, et on est complètement prêt et équipé pour. Merci. Merci. Justement, tu parles de raccourcir les délais. Donc là, si on aborde le sujet du Covid et la crise qu'on vient de vivre, en tout cas cette première partie, ils ont tous été un peu en panique là dans la grande distrib sur des produits de première nécessité. Comment vous, là-dedans, vous êtes insérés et qu'est-ce que ça a changé pour les marques distributeurs? Bon, déjà, Traceone s'est mis en travail à distance très très vite, puisqu'on s'est mis même quelques jours avant le confinement officiel, en se disant on est équipé, on sait faire, on va le faire tout de suite pour que les équipes se mettent tout de suite en ordre de bataille pour être prêts à aider. Et en fait, on a réfléchi en se disant qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour aider nos clients. Et on a fait simplement cette démarche que d'écrire à nos interlocuteurs, que ce soit de la direction de la qualité, du sourcing, ou à tous les niveaux, et on leur a demandé qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider. Et en fait, cette démarche a été très bien accueillie par beaucoup de clients, parce que forcément, ils avaient des priorités qui avaient complètement changé. Leur objectif, c'était de pouvoir continuer à livrer, pouvoir continuer à servir, trouver des masques et trouver de l'équipement pour que leur personnel puisse travailler. Et de notre côté, on voyait pas très très bien comment on pouvait les aider. Donc on s'est dit on va faire une espèce d'offre d'aide à la carte. Et il y a beaucoup de clients qui ont répondu présent. Ça nous a permis de créer des nouvelles offres de services, par exemple, où des gens avaient besoin d'un travail parfois un petit peu fastidieux de relecture ou de mise aux normes de certaines données en parallèle de leur travail actuel. Et donc on a recruté. On a recruté un peu à leur place, on a pris des gens. Donc on a recruté dès le début du Covid et du confinement. Et on a fait travailler pas mal de gens et ça continue. Ça veut dire que ce sont des offres qui vont se mettre au catalogue chez nous alors qu'elles n'y étaient pas hier. Et c'est pour ça quand on parlait d'innovation et du Covid, finalement en demandant comment on pouvait aider les gens, ça nous a donné des idées de services à valeur ajoutée qu'on a pu mettre sur étagère. On a fait 1 client, 2 clients, 3 clients. Et aujourd'hui, la direction service de chez nous est en train de voir comment on peut standardiser et mettre ça au catalogue, parce qu'il y a un vrai besoin. Donc ce partenariat-là a vraiment été très vertueux. Et ça a modifié aussi votre offre de service sur des formations, des choses comme ça Oui, mais on a accéléré, un petit peu comme vous avez fait avec Pentala, il faut rester en contact avec vos clients. Nous aussi, on a l'habitude de faire des webinars. Là, on en a fait un peu plus. Et on s'est retrouvé avec des webinars sur lesquels on avait finalement beaucoup d'audience et beaucoup de gens qui répondaient présents parce qu'ils avaient aussi besoin de rester en contact avec le marché. Donc, on a fait des choses simples, parfois de donner des trucs et astuces sur l'utilisation des logiciels ou sur des nouvelles fonctionnalités qui ont été livrées il y a peu de temps, où les gens n'ont pas toujours eu le temps de se former ou de s'initier. Et après, on a fait des webinars à thème, par exemple, sur des thèmes très, très tendance aujourd'hui, comme l'emballage, le recyclage, ce genre de choses, ou sur la gestion des données. Et on s'aperçoit que les clients, pareil, ont beaucoup apprécié. On a une audience qui a été très importante et un taux de satisfaction qui a été vraiment important. Là aussi, on va continuer. On voulait le faire, peut-être pas à cette cadence. On va accélérer la cadence parce que finalement, il y a un vrai besoin. Peut-être que ça a déclenché aussi une prise de conscience sur le digital. On essaye de faire beaucoup de choses en digital depuis longtemps. Traceone est très digital, toute la boîte est digitalisée. On a très très peu de papier, enfin en tout cas il en reste très très peu. Et c'est vraiment notre ambition de gagner en fluidité et de s'équiper avec ce qui est moderne. On a beaucoup de nos clients qui étaient un peu réticents. Et là, je trouve qu'il y a eu un déclic dans le digital. Tu parles des clients. Est-ce que le monde du digital est-ce que le monde de la grande distribution était digital oriented ou pas tant que ça, peut-être un peu en retard? Ça dépend. En fait, ça dépend des clients. Mais voilà, comme toutes les industries un peu traditionnelles, il y a des endroits où c'était un petit peu en retard et où parfois c'était vu un peu comme un gadget, en se disant, un bon meeting face-to-face, c'est quand même plus pratique, c'est quand même plus direct. Là, on a été forcé. Et quand on se sent isolé, finalement, on se dit que c'est peut-être la porte ouverte à la communication et au partage. On a senti on a senti un déclic chez beaucoup de gens. On fait des meetings mensuels chez les clients, on est 5-6 de notre côté, 5-6 de leur côté. On fait tout à distance, sur écran, avec caméra. Ça marche très bien. On n'en avait jamais fait à distance. On les faisait principalement où on allait chez les clients, dans le nord, dans l'ouest, dans le sud.
Et donc, je dis pas qu'on va arrêter parce qu'il faut garder ça. Par contre, je pense qu'on va pouvoir être plus efficace en mixant les deux. Donc, franchement, je pense que dans la digitalisation, là, il y a eu un kick, comme on dit. Ouais, j'y reviendrai tout à l'heure sur ça. Moi, ça m'intéresse. Quand tu dis, je ne pense pas qu'on va arrêter, on va garder ça. C'est pas aussi simple que ça. C'est des vraies décisions d'entreprise derrière, de 200 personnes. Comment allez, on l'a fait. Après, je sais qu'il y a Christelle qui va revenir avec d'autres questions, mais comment vous allez décider, donc toi et ton équipe, de la répartition entre ceux qui reviennent, ceux qui ne reviennent pas, des réunions à distance, des réunions physiques? Là, pour l'instant, on a décidé de se confiner jusqu'à la fin du mois de juin. Et en fait, en ayant parlé avec les gens de France, d'Allemagne, d'Angleterre, plus le comité d'entreprise, souvent on était d'accord pour se dire on prend pas de risque, c'est encore un peu trop léger, on fera un point début juin, mais pour le moment on reste à distance. Alors évidemment, il y a toujours des gens qui préfèrent aller au bureau, et ça peut se comprendre, au bout d'un moment ça manque, cet esprit d'équipe et cet entraînement, cette dynamique, mais il n'empêche que voilà, pour toutes les raisons de sécurité qu'on peut imaginer, tout le monde fait l'effort. Maintenant, on continue à réfléchir avec le comité de direction, à se dire qu'il y aura un après, et que forcément, on a vu des choses très efficaces, et on est français, et on est toujours en retard dans les meetings, dans les bureaux, parce que on croise des gens dans les couloirs, et on discute, et c'est fort sympathique. Il n'empêche qu'on démarre jamais avant 10 ou écart. Et moi, on est tous surpris de voir qu'on démarre à 0,0, et quand on est à 0,2, on a l'impression d'être en retard. Donc, quand on dit que c'est 50 minutes ou 60 minutes, on les fait vraiment. Donc, pour ça, on gagne, je pense, en productivité. C'est vraiment le ressenti de tout un chacun. On gagne aussi en préparation, parce que comme on peut pas se voir, on peut pas se rattraper. On est obligé de préparer un peu son meeting et parfois un petit support, alors qu'on ne le faisait pas forcément toujours avant. Donc, on va avancer en réfléchissant de façon globale pour toute l'entreprise, comment on peut avoir un peu plus de télétravail que l'on avait par le passé, même si on avait déjà des options de télétravail qui étaient actives. Je pense qu'on va l'utiliser de façon plus importante. Voilà, ça va se faire dans le cas des discussions avec l'entreprise, mais aujourd'hui, on a beaucoup de projets pour voir comment on peut d'un côté améliorer l'efficacité, l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Voilà, on est tous dans des grandes villes, entre Londres, Paris, Düsseldorf. Forcément, les embouteillages, forcément, les trajets, ça prend de l'énergie. Donc, on voulait déjà aller vers ça. Je pense qu'on va y aller encore un petit peu plus. Enfin, je suis persuadé même. Mais on va partager tout ça avec l'entreprise dans les prochaines semaines. Voilà, et tout le monde, je pense, ira aussi dans ce sens-là. D'accord. Christelle, tu peux revenir. Je sens que tu bouillonnes d'impatience. Alors, j'ai beaucoup de questions. Je vais commencer par la première. Est-ce que la digitalisation chez les retailers alimentaires est différente de celle des autres retailers? Et pourquoi? Non, je note pas je note pas de différence. Alors, Treswan fait tous les segments, on va dire, sauf la partie textile. Et la partie textile PLM a peut-être un cran d'avance. Alors, j'y ai travaillé dans pas mal d'années il y a quelques temps, donc je connais un petit peu le modèle. Je pense que la partie mode et la partie textile a eu une digitalisation peut-être un tout petit peu anticipée par rapport à l'alimentaire. Je pense que la cosmétique, de par le fait que les produits soient facilement transportables et facilement digitalisables et de petite taille, font que le faire à distance est aussi plus facile. Donc voilà, il y a peut-être des petites différences comme ça. Je pense que l'alimentaire, s'il y avait un petit décalage, là, le rattrape d'un seul coup et l'accélère. Et on voit ce qui existe aux États-Unis depuis longtemps, ou depuis plusieurs années. On voit qu'il y a toujours un petit décalage entre États-Unis et Europe sur cette partie digitalisation. Elle est toujours là. Néanmoins, il y a un vrai bond en avant qui existe. Et là, on le voit et on va le voir dans les habitudes des consommateurs. Les statistiques qui sortent chaque mois indiquent un bond incroyable dans tout ce qui est digital, vente à distance. C'est devenu vraiment quelque chose de facile. Merci. Question suivante, sans transition. Les distributeurs ont-ils développé encore plus leurs produits MDD suite à la crise du Covid? Alors, j'en ai l'intime conviction et on le voit. Il y a aussi des portefeuilles produits qui ont été parfois simplifiés et modifiés pour accéder justement pour la vente à distance.
Dès le début du Covid, on a vu qu'il y avait des produits de commodité simples qui étaient des best-sellers. Donc évidemment, les distributeurs se sont engouffrés dans la MDD sur les best-sellers, pour servir le marché et aussi pour faire du business, pour pas se cacher, parce que c'est aussi fait pour ça. Donc oui, je pense qu'il y a une rationalisation de par le fait que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les canaux se sont équilibrés. Et donc quand on était capable dans un hyper d'avoir une offre très très élargie et sur le e-commerce un peu moindre, le fait que l'e-commerce peut représenter 30-40% du chiffre d'affaires, tout d'un coup, ça nous oblige aussi à avoir une offre e-commerce un tout petit peu plus riche. Et donc, c'est là où il y a eu un travail sur la MDD, on le voit, il y a une très bonne activité, et il y a aussi une bonne consommation, puisque les indicateurs Nielsen et autres que l'on voit actuellement sur les réseaux sociaux montrent qu'il y a des croissances parfois à la semaine qui ont été vertigineuses au début, et après qui se sont un petit peu calmées, mais on voit que la MDD est en croissance. Elle est en croissance déjà en France avant le Covid. Dès qu'on va avoir des chiffres à partir de cet été ou septembre, on va avoir des tendances sur l'année qui vont être très haussières d'après moi. Très bien. Et la dernière question, après je te redonne le bâton, Cyril. Les grands acteurs de l'industrie de retail sont-ils passés progressivement dans un mode projet et innovation après la période tendue du début du confinement? Enfin, oui, franchement, j'ai envie de dire la réponse est oui. La demande d'innovation, la demande d'analyse de produits qui ont très très bien marché il y a 5 ans ou il y a 7 ans est là. Les gens qui utilisent la BI dynamique chez nous vont chercher, vont puiser dans les données pour essayer de trouver quels étaient les best-sellers et les remettre au goût du jour et les relancer. Donc il y a cette capacité d'innovation qui s'est accélérée. On voit aussi que les consommateurs, encore plus pendant cette période difficile, sont allés acheter partout. Donc le principe de fidélité, il est difficile à maintenir. Donc pour toutes ces raisons-là, il a fallu être très très actif pour attirer le client, essayer de le garder, juste le faire revenir. Et on voit bien que nous tous aujourd'hui consommateurs, on va partout là où c'est le plus simple et pour quelques produits particuliers. Mais on n'hésite pas du tout à faire 6 enseignes en quelques semaines. Alors par le passé, on en faisait 2 et puis souvent celles qui étaient à côté localement. Donc forcément, le e-commerce, la livraison à domicile, tout ça, ça fait qu'on peut aller partout, on peut butiner, comme on dit, et ça oblige la distribution à l'innovation permanente. Merci. Merci Christelle. J'ai une question qui me vient comme ça, qui est peut-être complètement débile. Hein. Attention, je suis capable. C'est que si demain je veux me lancer dans la création d'un yaourt, monter ma boîte, est-ce que en tant que fabricant, je peux passer par toi ou c'est juste le distributeur, tu vois? Ah non, bien sûr. Non, nos offres sont destinées aux distributeurs et aux fournisseurs et aux industriels, aux fabricants. Ah bah oui, donc, les premiers utilisateurs sont les fabricants. Donc aujourd'hui, on a des fabricants de fromage des Pyrénées dans les Pyrénées qui n'utilisaient pas forcément la plateforme et qui maintenant l'utilisent, même s'ils font des petits volumes. Et puis ils se sont rendus compte que ils avaient la capacité d'exporter leurs produits assez facilement en Espagne, au Portugal, en Italie, alors qu'hier c'était pas forcément évident. Mais comme ils trouvent des relais via la plateforme, finalement ça leur permet d'augmenter un peu leur volume, donc de développer un peu leur entreprise. Donc oui, c'est une vraie recommandation. Je crois que je me suis mal exprimé. En fait, c'était tout d'un coup, je me dis tiens, s'il y a un gros business avec le savon de Marseille au Qatar. Est-ce que alors que j'y connais rien en savon, que j'y connais rien de rien, je me dis tiens, je vais peut-être faire un business, je passe par toi. Absolument. D'accord. Absolument, parce que en allant chercher sur la base de données des fabricants de savon avec lesquels tu peux t'associer, immédiatement tu vas avoir accès à des cahiers des charges, à des fiches de spécification de savon que tu pourras toi-même construire, toi-même modifier et faire évoluer. Et donc au lieu de le faire à la main et ensuite devoir transcrire toutes ces données pour pouvoir alimenter un réseau de distribution, là tu l'as en direct. Et comme on travaille avec beaucoup de distributeurs, de marques nationales et de MDD quand on est sur la marketplace, ça te donne accès à un très très grand réseau qui serait possible de faire à la main en allant les visiter un par un. Bon, là, ils sont déjà sur la plateforme, ils utilisent le même format de données, même si on est très ouvert, même si on fait des API, même si on a des connecteurs. On travaille avec GS1, donc on est sur des normes standards de données, ce qui est important, mais il n'empêche que sur la plateforme, ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. Et ça coûte combien, docteur?
Écoute, en fait, ça dépend des volumes. Ça dépend de ce que l'on produit. C'est sur le volume. Toi, tu te rémunères sur le volume? Alors, on est sur le volume, c'est-à-dire qu'on a une espèce de flat fee, comme on dit, et puis après, on est sur le volume. Ça veut dire que les petits payent pas beaucoup, et puis les grands payent plus, parce que forcément, ça dépend du nombre de produits qui passent sur la plateforme. Okay. Et ça, c'est un modèle économique qui existe partout dans le SaaS et dans le cloud depuis le début. TraceOne fonctionne à 95% en mode souscription, en mode abonnement, et donc on a un modèle abonnement au volume, à la transaction, comme ça existe chez tous les gens qui font du cloud, quoi. Écoute, j'ai une dernière question parce que le temps filoche. Hein. Quels sont tes projets aujourd'hui, les ambitions? Est-ce que vous recherchez de nouvelles activités ou vous étendre ailleurs? C'est quoi le futur? On a la chance d'être supporté par un fonds d'investissement qui s'appelle G Capital et qui est propriétaire de l'entreprise maintenant depuis 4 ans. Et donc, forcément, on cherche à se développer et on a la chance d'être aidé. Donc, on fait des partenariats. On a fait des partenariats avec ConsoTrust sur la qualité des données. On a fait partenariat avec GS1. On discute avec pas mal d'acteurs comme Citeo ou d'autres sur le marché aujourd'hui. Et on a fait des acquisitions par le passé et on va en faire d'autres. Donc, aujourd'hui, oui, on est à l'écoute du marché. On regarde en France, en Angleterre, en Allemagne, mais aussi aux États-Unis, où on a des clients, on a une équipe. Et ce qu'on cherche, c'est d'amener de la valeur à nos clients base installée. C'est notre premier focus. Donc, si on fait un partenariat ou si on fait une acquisition, d'abord, il faut que je me sente à l'aise pour aller voir les clients existants, leur dire « Good news, on a fait un partenariat avec telle entreprise ou on a acheté telle entreprise et regardez la valeur que ça va vous amener que nous n'avions pas hier parce que ce sont des experts dans ABC. » Et c'est ça qu'on va vouloir faire. Donc, on le fera de façon géographique, mais aussi de façon expertise. Pour l'instant, on est très, très solide en Europe et on veut continuer à être très solide en Europe, mais on est aussi présent aux États-Unis et s'il y a des opportunités, on ira. Mais oui, les projets actuels, c'est ça, mais c'est surtout de soigner du mieux possible les clients qui nous font confiance depuis très, très longtemps. Donc, on a un programme d'évolution de nos produits permanents que nous partageons avec nos clients. On fait un peu ce qu'on appelle du co-développement avec nos clients, ce qui leur permet d'intervenir sur la roadmap et sur les produits modernes que nous mettons au catalogue depuis 4 ans maintenant. Et en ce sens, voilà, c'est très apprécié de partager nos développements avec les enjeux qui sont en perpétuel changement et pour nous de voir comment on peut faire de la croissance organique, mais aussi non organique. Puisque, comme je le disais précédemment, on a la chance d'être aidé par un fonds d'investissement qui nous aide en ce sens. Donc, voilà, c'est ça l'ambition de TraceOne. Eh ben, super. Merci beaucoup, Christophe, pour cette grosse demi-heure passionnante qui donne envie de faire du business. Moi, ça me donne envie de me lancer dans la grande distrib. En fait, à chaque fois, je veux faire le métier des gens que j'interviewe. Donc, ça faire gaffe à qui j'invite. Merci beaucoup, Christophe, et puis à bientôt.